s'est intéressé aux chauves-souris. Ces bêtes font l'objet de beaucoup d'a priori et parfois sont même persécutées. Leur mouvement migratoire nous intéresse ce soir. Voilà pour les titres. Bonsoir. Médecins sans frontières, l'institution continue d'accompagner la Guinée dans le développement dans le renforcement de la couverture sanitaire. Il y a un peu plus de 4 ans, ses partenaires avaient construit un centre de traitement pour la prise en charge des malades d'Ebola. Aujourd'hui, ce centre est réhabilité et donne des scores intéressants en matière de soins hospitaliers. Mohamed De Camara. Le centre de traitement des épidémies de Nongo est l'une des structures sanitaires de la capitale qui prend en charge les patients de Covid-19. Depuis sa réouverture, le 28 avril dernier, le CTP de Nongo a accueilli plus d'une centaine de malades, dont 50 ont déjà recouvré leur santé. Nous avons commencé, comme vous l'avez vu, depuis maintenant à peu près 2 semaines, la prise en charge pour désengorger le centre de Donka. En plus de cela, nous intervenons aussi dans la surveillance pour identifier précocement les contacts des cas qui sont confirmés. Et nous accompagnons aussi les différents projets existants dans le renforcement des mesures barrières et dans la sensibilisation de la communauté pour la compréhension de la maladie en Guinée. Le centre a actuellement une capacité de 75 lits. Voilà. Et nous recevons des patients qui ont été déjà dépistés et qui nous sont référés par le centre de Donka. Donc ici, il n'y a pas de cas suspects, il n'y a que des cas confirmés qui sont reçus au niveau de ce centre. La performance du centre construit et piloté par Médecins sans frontières est une volonté de ce partenaire d'accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour le moment, il y a une agence nationale de la sécurité sanitaire qui gère en accord avec le ministère de la Santé, qui a mis en place un protocole national. Et c'est ce qui est appliqué ici chez nous aussi. Voilà, dans ces protocoles, il y a certains médicaments qui ont été utilisés par le professeur Raoul, notamment la chloroquine, qui est aussi utilisée chez nous, l'azithromycine, qui est aussi utilisée chez nous ici. Le centre a été lancé le 28 avril et le même jour, on a reçu les premiers patients. Et au bout de 2 semaines, on est à 116 patients reçus sous l'intervalle de 3 cumulés en fait, sous l'intervalle de 3 semaines. Ici, c'est MSF qui prend entièrement en charge la nourriture pour les patients. Depuis 1984, cette organisation médicale humanitaire internationale accompagne l'État dans le domaine sanitaire. Après 36 ans, Médecins sans frontières est encore sur le terrain. À travers ce centre réhabilité, le MSF joue un rôle important dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19 qui s'accroît de jour en jour. L'épidémie sévit, tous les secteurs sont touchés, l'agriculture également. À Sumbalako par exemple, dans Mamou, les filières pommes de terre et aubergines sont durement impactées. Le stock d'invendus augmente du jour au lendemain. Que faire? C'est la question que l'on pose ce soir à notre correspondant permanent basé à Mamou, Mamadou Paté Baldé. En Guinée, depuis l'arrivée du Covid-19, l'épidémie a affecté plusieurs secteurs d'activité de la production nationale. À Sumbalako, l'Union des groupements agricoles est frappée de plein fouet. Les producteurs de pommes de terre ont subi des pertes considérables liées à la crise sanitaire mondiale. Faute d'écoulement sur le marché, les quantités de pommes de terre produites cette année sont stockées dans des magasins de fortune. Vous savez, on a produit beaucoup cette année, comme grâce à l'appui du président de la République, il nous a offert une usine de pommes de terre. Cette usine, les Chinois, ils sont venus au mois d'octobre, ils sont montés l'usine. On attend que la récolte, il vient pour faire le lancement de cette usine. Et les Chinois devaient venir au mois de février. Le mois de février, trouvé que les maladies étaient déjà atteintes à Chine là-bas. Donc, ils n'ont pas pu venir. Donc, on n'a pas pu lancer l'usine. Et pour cela, depuis février, on est en train de récolter la pomme de terre. C'est en train de pourrir. La commercialisation, ça ralentit. Voyez même, si je vous ai montré tout, c'est la pomme de terre qu'ils ont germé.
À côté de la pomme de terre, l'UGAS de Mamou a mis en valeur dans ce domaine de Soloya-Bamba 3 hectares d'aubergines. Pour cette campagne de récolte et de commercialisation, l'Union emploie plus de 50 femmes. Déjà, plusieurs quantités d'aubergines récoltées sont stockées dans des magasins au niveau des champs, faute de moyens d'évacuation vers les lieux de commercialisation. Si on récolte, c'est par 10 jours ou bien 12 jours que je récolte ici. Je mets dans des sacs, on met dans des camions, les camions bougent. Ils vont jusqu'à un certain niveau. Des fois, les camions ne peuvent même pas. Les camions, ils passent la nuit à Mamou et le lendemain, ils continuent sur Conakry. Ils sont en tout cas 3 jours, des fois 4 jours pour arriver à Conakry. Des fois, dès qu'ils arrivent, ça trouve que les aubergines sont pourries, que tout est pourri. On ne peut pas commercialiser. Vraiment, on est trop affecté à cause de cette maladie. Outre la pomme de terre et l'aubergine, le maïs, le gombo et le piment sont aussi des cultures que l'IGAS produit pour l'autosuffisance alimentaire. Grâce à l'appui du gouvernement, sur les 19 hectares réalisés au cours de cette campagne, 6 ont été récoltés et stockés. Dans ce domaine situé à Douné, les paysans dénoncent les conséquences du Covid-19 sur la commercialisation de leurs produits. Même quand ça arrive à temps, il n'y a pas de marché là-bas. Depuis que la maladie est venue, tous les grands restaurants et les hôtels, tout est fermé. Donc ça nous cause beaucoup de problèmes. Vraiment pour cette année, nous souffrons beaucoup. Et nous demandons à Dieu de nous venir en aide, vraiment pour que la maladie là passe vite. Pour cette année, plus de 200 tonnes de cultures maraîchères ont pourri, d'autres ont germé sur place dans des magasins de fortune, faute de chambres froides et d'écoulement sur le marché. Le président de la chambre préfectorale d'agriculture de Mamou s'est dit préoccupé quant à la relance des actions agricoles à Sumbalako. C'est de prier le gouvernement toujours de nous assister à travers la commercialisation, travers même l'appui, parce que bientôt la saison de pluie a commencé. C'est quand on commercialise notre produit, on peut avoir l'argent pour acheter des engrais. Face aux conséquences désastreuses sur la production et la commercialisation et sur les revenus des paysans, les producteurs de Sumbalako tournent les regards vers le gouvernement pour la réussite de la campagne agricole qui fait déjà ses premiers pas dans la zone. On enchaîne avec ce geste humanitaire à Lansanaya Barrage. 40 tonnes de riz destinées aux plus démunis. Un geste humanitaire pour aider les bénéficiaires à rester debout pendant cette période de crise sanitaire. Le coût total du don est estimé à un peu plus d'1 milliard de francs guinéens. Fodé Camara. Les derniers jours du mois de Ramadan sont très difficiles à soutenir à cause du marasme économique dû à l'épidémie du coronavirus. À l'endroit des veuves démunies et autres personnes vulnérables, la chaîne de solidarité se conforte. Cheikh Malani, Monlim Touré, conseiller chargé de mission à la présidence, met à la disposition des populations de Lansanaya Barrage et des imams des 5 communes de la capitale 4000 sacs de riz, soit 40 tonnes de denrées de première nécessité, d'une valeur monétaire de près d'1 milliard de francs guinéens. Il a l'habitude de faire des sacrifices, mais celui de cet après-midi est exceptionnel. Cette initiative, nous l'avons prise depuis près de 2 ans pour les imams. Moualim Touré donnait depuis 2 ans, chaque mois, des sacs de riz aux imams et aux muezzins. Aujourd'hui, de Lansanaya Barrage, cette initiative s'étend à toutes les communes de la capitale. Le mois de Ramadan, mois de pénitence, coïncide cette année avec l'épidémie du coronavirus. Les mosquées sont fermées. Cette disposition inédite suscite au niveau des bonnes volontés l'esprit de compassion et de partage à l'endroit des leaders religieux.
En ce mois de Ramadan, au lendemain du début des prières nocturnes, offrir une telle joie à la communauté musulmane, c'est soulager des ménages confrontés à la difficulté quotidienne liée à la satisfaction des besoins alimentaires. Nous remercions et prions pour Moualim Touré. Au-delà des 4000 sacs de riz pour les ménages vulnérables, Moualim Touré se positionne aussi dans la vulgarisation des gestes barrières. Des kits sanitaires composés de seaux et de tabourets sont aussi offerts aux populations de Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto. Direction Lola, une localité où des conflits éclatent souvent entre agriculteurs et éleveurs. Le dernier cas en date a eu lieu à Fumbadou et a nécessité l'implication des autorités locales. Une médiation difficile, mais finalement, les deux parties ont hissé le drapeau blanc. Lancé Kamisoko. Agriculteurs et éleveurs sont à nouveau opposés dans la sous-préfecture de Fumbadou, préfecture de Lola. Pour tenter de trouver une solution pérenne à ce différend, le gouverneur de la région administrative de Zérékoré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux. Après plusieurs heures d'échanges entre les parties prenantes, les émissaires du professeur Alpha Condé mettent en garde tous les fauteurs de troubles. Nous sommes des agents chargés de l'application de la loi. Le gouvernement guinéen a dit qu'il ne veut pas voir du zébu sur son territoire. Et les nationaux qui ont des zébus doivent faire en sorte qu'ils les échangent contre la race Ndama. Nous avons donné déjà des instructions fermes aux services de sécurité. Nous ferons en sorte que les instructions gouvernementales soient appliquées. Si les agriculteurs se plaignent de la divagation des animaux en période des travaux champêtres, les éleveurs, eux, défendent leurs droits citoyens de libre activité sur le sol guinéen. Ces discussions ont permis aux belligérants de se remettre en question afin de cultiver un climat de cohabitation pacifique. Nous, éleveurs, nous n'avons pas de terre. Nous nous installons auprès d'eux afin de pouvoir mener nos activités. Nous respecterons toutes les décisions du gouvernement en termes d'élevage. L'engagement que nous prenons aujourd'hui est de renouveler nos liens de cohabitation. En 3 ans, c'est la deuxième fois qu'il y ait de vives tensions entre éleveurs et agriculteurs dans cette commune rurale de Lola. Cette fois-ci, les autorités locales promettent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Éducation, malgré ce contexte de crise sanitaire, certains établissements n'ont pas tout rompu avec les élèves. C'est le cas d'une école de Yimbaya. Les cours sont dispensés via une application inventée par un jeune développeur. Notre reporter Mohamed Lamine Kamara s'est intéressé au sujet. Suivez. Dans cet établissement scolaire situé en haute banlieue de Conakry, portes et fenêtres sont fermées depuis plus de 2 mois suite à l'urgence sanitaire. Contrairement aux autres écoles, ici, les enseignants ont tous continué à dispenser les cours via une application digitale. Jérémy Yombuno est l'un des responsables de l'établissement. À l'aide de sa tablette, il coordonne les activités pédagogiques en ligne. Dès le départ, demander aux enseignants de trouver chacun un téléphone Android. Et comme ça, dès que le ministère avait annoncé d'arrêter les cours, on a instruit aux enseignants de postuler automatiquement le reste des cours. Et nous avons invité les parents, n'est-ce pas, à laisser les enfants travailler sur les téléphones à partir de leur téléphone. Même si là, pour le parent, l'enfant même n'a pas de téléphone, mais à partir du téléphone de son parent, il pouvait travailler. Et comme ça, si l'enfant, n'est-ce pas, lui se travaille par exemple, le parent a la possibilité de suivre et le travail de son enfant. L'école aussi a la possibilité de suivre le travail. Et moi, en ce qui me concerne, quand les enseignants préparent les cours, au fait, c'est centralisé, moi, à mon niveau. Donc, je regarde les cours là où il y a la correction à faire, je fais la correction et je laisse passer le cours pour que tout le monde reçoive le cours. Les cours dispensés en ligne sont reçus à domicile par les élèves de l'établissement. Depuis sa terrasse, Penda Damba, élève à la 6e année, apprend ses leçons avec son téléphone. Il y a collège, il y a primaire, il y a maternelle. J'appuie sur primaire. J'appuie sur ma classe 6e année. Si c'est science que je veux, j'appuie sur ça.
Je révise avec ça d'abord pour comprendre. Même maintien des enfants à la maison, ils ont de quoi faire, ils sont occupés, parce que même eux-mêmes, ils sont soucieux, quoi. Cette formation à distance se déroule via la plateforme dénommée Magoué Éducation, une application didactique mise au point par ces jeunes développeurs. La plateforme a plusieurs niveaux d'administration. On a une partie qui est prévue pour les responsables, qui permet aux responsables de pouvoir ajouter le personnel, les enseignants et les autres personnels éducatifs, donner le droit maintenant à chaque personnel en fonction du travail que l'intéressé est appelé à faire. Quand je prends par exemple quelqu'un qui est ajouté en tant qu'enseignant, il peut mettre les cours dans l'application, les cours qu'ils soient bien sûr en texte, en audio ou bien en vidéo, il a la possibilité de mettre sous ceci-là. Il peut aussi préparer aussi des exercices et qui sont interactifs. Ces cours en ligne se déroulent parallèlement à la formation à distance radio-télévisée initiée par le ministère de l'Éducation nationale pour sauver l'année scolaire pendant cette période de pandémie de Covid-19. Une innovation pour cette école assise à Symphonia. À Farana, plusieurs dizaines de jeunes font leur tout premier pas dans la conception des projets. Le programme est piloté par le Centre d'écoute et d'orientation des jeunes, un centre qui a fait peau neuve récemment. En effet, il a relancé ses activités et renouvelé ses équipements. Ansouman Toumani Camara. La jeunesse guinéenne doit comprendre que l'avenir de ces pays se repose sur nous. Donc nous devons redoubler d'ardeur, redoubler de travail dans les différents secteurs pour pouvoir rehausser le niveau de vie de la population, ensuite contribuer à la réussite de la nation en produisant quelque chose. Cette ambition est nourrie aujourd'hui par de nombreux jeunes Guinéens, notamment ceux diplômés. Mais comment apporter sa contribution à l'effort collectif d'édification d'une nation émergente? Plusieurs jeunes diplômés ont envie d'agir, mais trouvent difficilement la réponse à cette question. Moussa Mara, ingénieur en génie rural, en lieu et place des chantiers, évolue dans la prestation de services à Farana. Depuis 2018, j'ai terminé mes études. Mais après mes études, j'ai décidé d'ouvrir un télécentre pour me débrouiller ici. Je fais le transfert, je fais activation, réactivation des pistes, je fais aussi Orange Money pour avoir l'argent. Alors, susciter l'intérêt chez les jeunes, les accompagner et les initier au montage de leurs propres projets est l'une des solutions au défi de l'emploi jeune en Afrique. Le centre d'écoute et d'orientation de Farana reprend alors service dans ce combat. Pour accompagner ces coachs de Farana dans la redynamisation de ses activités, un fils du terroir offre gracieusement des équipements informatiques, audiovisuels et des mobiliers de bureau. On est très content aujourd'hui, au nom des pères éducateurs du centre d'écoute et au nom de la jeunesse de Farana, on remercie le donateur qui est Moussa Kondé Tatavier. Et on va respecter notre engagement envers la jeunesse de Farana et les autorités de Farana. Déjà, une première solution est trouvée avec l'accès des jeunes aux activités de la terre. Sur place, plusieurs groupements agricoles ont reçu leur agrément administratif. Et grâce aux sécos, ils ont monté des projets et se lancent dans leur première expérience dans l'agriculture cette année. Troisième titre de l'actualité ce soir, nous nous intéressons à une population au comportement étrange. Son mode de vie relève du mystère, ce qui du coup change la perception des gens à son égard. Une colonie persécutée, accusée par des scientifiques de servir de réservoir de maladies aussi virulentes qu'Ebola. À Conakry, par exemple, cette population a trouvé refuge à l'archevêché. Le contrat n'est pas signé, il est saisonnier. Allons tous à la découverte des chauves-souris de l'archevêché et leur mouvement migratoire. Reportage grand format, Kamara Boubacar. Des grincements aigus couvrent le bruit des moteurs au cœur de la capitale. À l'archevêché de Conakry, les crépuscules sont rythmés par la parade bruyante des chauves-souris. Depuis des années, ces petits animaux imposent par milliers leur présence dans cet espace de culte de 5 à 6 hectares. Nous avons reçu des anthropologues, des scientifiques qui sont venus faire des études sur ces chauves-souris pour voir un peu leur histoire.
Pourquoi dans tout Conakry, on ne voit que les chauves-souris ici? Moi, je pense, c'est la seule explication que j'ai trouvée, le lieu est propice pour eux. Le lieu est un lieu de tranquillité pour eux. Et voilà pourquoi à chaque période de l'année, à partir du mois de janvier, ils y viennent par milliers. La nuit, c'est calme. Vous venez ici à partir de 23h jusqu'à 4h du matin, ils ne font pas de bruit. Le silence ici correspond à l'absence de ces mammifères volants. Tous les soirs, entre 19h et 19h30, ils s'élèvent instinctivement des cimes des arbres pour prendre la direction de l'est. De Kaloum, nous avons suivi en partie l'itinéraire de ce grand mouvement migratoire qui se produit quotidiennement au-dessus de nos têtes dès que la nuit tombe. Le trajet s'avère long. Sur l'une des plages de Taouya dans Ratoma, un passionné attend le passage des migrants volants. Depuis 2012, cet écologiste observe le comportement des chauves-souris de Conakry. Lorsque les chauves-souris se déplacent dans cette période-là, c'est pour aller se nourrir. Là où par exemple nous avons la chance d'avoir des mangues ou d'autres fruits qui ont commencé à germer, ils vont dans ces zones-là et essayer de se nourrir avec ces... Parce que la plupart des chauves-souris de grande taille que vous voyez sont des Edelon albium, qui sont des chauves-souris frugivores en fait. Conakry et sa banlieue étant privées de plantations de fruits, le voyage dure toute la nuit à l'abri de nos regards. Mais selon les scientifiques, ce vol nocturne profite aussi aux hommes. Il faut savoir deux choses sur les chauves-souris. Nous avons deux types de chauves-souris. Les chauves-souris qui ne mangent que des fruits et il y a des chauves-souris qui ne mangent que des insectes. Okay? Donc ce que je veux dire sur l'importance des chauves-souris, c'est que les chauves-souris nous permettent de nous débarrasser de certaines maladies. Notamment, ils utilisent énormément les insectes, ils consomment notamment les moustiques. Ils peuvent aider les ménages à se débarrasser des moustiques déjà. Ensuite, leur défécation servent énormément est un engrais naturel qui permet de faire de l'agriculture bio, si on peut se permettre. Et aussi, rôle très important, les chauves-souris permettent de faire de la régénération naturelle des espaces dégradés. L'aurore se dessine. Avant le premier appel du muezzin, la nuée de chauves-souris retrouve dans le désordre son abri. Le ventre rempli, elles peuvent se livrer à des fantaisies de vie. Les chauves-souris passent la journée suspendues par des griffes acérées à des branches protectrices de l'archevêché. Ici, rien ne les perturbe. Les hommes doivent s'adapter à leur mode de vie communautaire. On a eu pas mal de difficultés parce que quand ils viennent sur des branches, alors ce sont des branches qui se fracassent. Voilà pourquoi vous avez vu qu'on a un peu juste aussi élagué pour ne pas que ça fasse des accidents ici. Et on préserve aussi la vie de ceux qui passent et de ceux qui y vivent. Et donc voilà, on a fini par s'habituer. Au départ, ça nous créait beaucoup d'ennuis. On allumait même quelquefois un petit peu de feu pour les chasser. Quelquefois avec les bruits des boîtes vides. Alors ils fuient un peu. Alors ils n'aiment pas les bruits. On a constaté que les chauves-souris n'aiment pas le bruit. Les bruits dans leur tympan, je pense que ça cause d'autres ennuis. Voilà pourquoi ils fuient quelquefois. Seules les fortes précipitations délogeront ces voisines encombrantes. À la différence des oiseaux, les chauves-souris ne tissent pas de nid. En saison de pluie, elles déménagent dans des grottes répertoriées à Kakimbo et à l'île de Kassa. Selon des études, 4 espèces de chauves-souris endémiques sont identifiées en Guinée. Elles ne se retrouveraient nulle part au monde. Face aux perceptions sociales souvent négatives, leur protection préoccupe des chercheurs en biodiversité. Reportage grand format signé Kamara Boubacar. Et puis, on se quitte avec ces images des funérailles de El Hadj Sori Doumbouya. Vous verrez les images tout à l'heure. Il a été inhumé mercredi. Ce grand commis de l'État et ancien élève de l'école normale de Dabadou a occupé plusieurs postes de responsabilité. Préfet de Koya, préfet de Dubreka, gouverneur de Mamou, gouverneur de Conakry. Il est décédé en début de semaine à l'hôpital d'Onka des suites de maladies. Paix à l'âme de El Hadj Sori Doumbouya.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.